JK, épisode spécial, je suis accompagné de Guillaume. Salut, ça va bien? Comment vas-tu? Genre, je te relance la question ça fait un petit en main. temps qu'on ne s'est pas parlé. Oui. Oui, tout à fait. Et dernière fois, on a enregistré la dernière fois il y a assez loin. On revient à la charge avec un deuxième épisode sur le Cyber Defense Matrix. Cette fois-ci, dans un cas pratique, justement. Là, dans le fond, on a parlé de la théorie. Là, on va aller sur le terrain et en quoi c'est utile. Fait que je vais te laisser défiler avec ça, avec mes questions habituelles. OK, parfait. Fait que juste pour commencer, je vais faire un petit rappel sur la Cyber Defense Matrix. Si vous êtes juste en train d'écouter, imaginez-vous une grille qui fait 5 par 5. À la verticale, vous avez les fonctions du NIST CSF, donc Identify, Protect, Detect, Respond, Recover. Puis à l'horizontale, vous avez des classes de... C'est quoi ta traduction pour des assets, là? Je suis désolé, des je actifs. sais que tu as traduit des actifs. Oui, j'ai fait, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait l'effort de traduire. Ça va se retrouver sur le site web éventuellement. Là, j'ai pas encore fait le temps de pousser, mais ces informations vont être poussées sur le site. Bon, fait que la version française va être disponible bientôt, mais pour l'instant, là, je vais utiliser beaucoup de termes anglais parce qu'aussi mon exemple, il date d'il y a une couple d'années. Donc, on a ensuite Device, Applications, Networks, Data et Users. Puis, l'utilité principale ou première de la Cyber Defense Matrix, c'était surtout pour comprendre un produit sert à quoi. T'sais. Donc, par exemple, si on a un antivirus, mais ça s'en va où? Un EDR, oups, là, est-ce qu'on couvre un peu plus Respond en plus de Protect et Detect qu'un antivirus traditionnel? Un WAF, ça protège une application, fait que c'est Protect Application. Authentification à 2 facteurs, c'est Protect Users. Donc, ça nous permet de vraiment bien comprendre qu'est-ce qui sert à quoi, puis de voir c'est quoi nos gaps dans notre environnement. Puis, une des façons que j'ai utilisé le Cyber Defense Matrix, ça fait déjà plusieurs années, c'était pour voir comment on dépense notre argent dans un programme de sécurité, puis est-ce qu'on le dépense à la bonne place. Donc, ce que j'ai fait, que vous pouvez trouver sur evil.plumbing, vous allez voir en haut, dans les boutons, il y en a un qui s'appelle CDM Portfolio Spreadsheet. Donc, si vous ouvrez CDM Portfolio Spreadsheet, vous allez voir un vieil exemple. Vous pouvez voir que c'est un vieil exemple parce qu'il y a une colonne CAPEX. Parce que dans le temps où je l'ai fait, on achetait encore des choses. Maintenant, on fait juste louer des trucs puis des services. Fait que la colonne CAPEX vous est probablement pas plus très, très utile. Mais en gros, ce que je voulais faire, c'est dire dans notre équipe de sécurité, puis dans notre programme de sécurité, combien on dépense d'argent, dans quelle fonction, puis sur quel type d'actifs. Pour après ça être capable de voir, je sais pas, notre budget de sécurité, c'est 3 millions par année, mais on en dépense 1,8 sur Protect Devices. On met tout notre argent là, mais on est une compagnie qui fait des logiciels. On devrait peut-être plus dépenser sur protéger nos applications aussi. Fait que c'est un problème. Donc, vous pouvez trouver un exemple là. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de nous générer un scénario de compagnie canadienne. J'ai mis ces chiffres dans une autre version de cette spreadsheet-là, puis on va pouvoir la regarder puis voir comment le fait de visualiser ça dans le contexte de la Cyber Defense Matrix peut nous être utile. Donc, je vais retourner à cette version-là. Donc, vous pouvez voir, j'ai déjà caché la colonne CAPEX, parce que c'est plus vraiment No more CAPEX. C'est la fin. Exactement. Du CAPEX. Bon, vous allez peut-être... il se retrouve encore une coupe de place, le CAPEX, mais il va être vite. Donc, l'idée, c'est qu'en haut, on essaie de déterminer combien on dépense dans chaque fonction pour chaque classe d'actifs, puis combien on a d'employés qui s'y retrouvent. Tu sais, donc, par exemple... je ne sais pas si ici, j'ai un demi-employé qui est attitré à Identify Devices. Bon, mais ça, c'est peut-être quelqu'un de votre équipe IT qui met beaucoup de temps sur gérer un CMDB, utiliser des outils comme JupyterOne pour faire du asset management. Mais tous ces chiffres-là que vous voyez en ce moment, vous allez vous dire, c'est pas super logique. C'est pas super logique, puis c'est un peu... c'était ça le but. Donc, juste pour retourner au scénario que j'ai demandé à ChatGPT, donc j'ai demandé fais comme si tu étais le CFO d'une compagnie canadienne. Donc, de façon très originale, il a appelé cette compagnie-là Maple Tech Innovations. Vraiment, le 10 sur 10. On voit l'originalité, là. Mais est-ce qu'on peut blâmer l'intelligence artificielle quand on a des équipes de hockey au Canada qui s'appellent les Canucks, les Maple Leafs, puis les Canadiens? Fait que je pense que c'est très, très réaliste. Puis cette compagnie-là fait des gadgets éco-friendly. De des chargeurs solaires jusqu'à des cases de téléphone biodégradables. Je me dis, OK, cool, on
on invente des trucs dans le but de réduire le gaspillage électronique. OK, beau mission statement. Maintenant, c'est quoi tes revenus? 50 millions. Combien tu dépenses en IT? 10% de ça, donc 5 millions. OK, c'est quand même beaucoup. J'ai une compagnie manufacturière, me semble que ça aurait été plus bas que ça, mais c'est pas grave. Là, je lui demande, OK, c'est combien que tu dépenses en sécurité de ce 5 millions-là? Il me dit 2 millions. Bon. Ça c'est funky déjà. Là. Déjà que 40% du budget TI en cyber, je veux aller travailler pour cette compagnie-là, là, clairement. Si tu fais des cases pour iPhone, tu dois protéger ta propriété intellectuelle de façon très violente. De toute apparence. En tout cas, cette compagnie-là le fait avec beaucoup d'intensité. Donc là, je vais essayer de trouver c'est quoi cette compagnie-là. Je vais envoyer mon CV après parce que, bon, tu sais, ça me semble être un ratio qui est assez intéressant. Mais c'est juste pour montrer le processus que vous feriez à l'interne pour essayer de comprendre ça. Fait que vous partez de votre budget de sécurité qui, je pense pas que va être 40% de votre budget TI, puis je pense pas que votre budget TI va être 10% des revenus, surtout si vous êtes dans le manufacturier avec des marges de comme 3%, là, mais en tout cas. Donc là, j'ai dit, comment tu séparerais ce budget-là entre les fonctions du NIST-CSF? Parce qu'il connaît quand même assez bien les fonctions du NIST-CSF. Après ça, j'ai demandé, comment tu le séparerais par classe d'actifs. Les premiers chiffres qu'il m'a donnés étaient vraiment trop wild. J'ai dit, OK, mais base-toi sur des vrais trends dans l'industrie. Là, les gens ont tendance à dépenser sur ce qui est nécessaire pour la conformité et tout ça. Là. C'est pas vrai que les gens dépensent la majorité de leur budget sur Recover Applications, par exemple. Là, il m'a redonné des nouveaux chiffres. Après ça, j'ai fait la même chose pour l'équipe de sécurité. Il m'a dit que notre équipe avait de 10 à 15 personnes. Encore là, on est une compagnie qui fait des cases de iPhone. Mais peut-être que notre technologie solaire est révolutionnaire, puis bientôt, on va se faire acheter par Tesla pour 8 milliards. Fait qu'on sait pas, là. Peut-être que c'est juste des cases d'iPhone, mais la sauce secrète, elle est très importante dans notre développement. Elle est super secrète. Donc là, il m'a dit, on va avoir 1 ou 2 managers, 3-4 analystes, 2 security engineers, 1 ou 2 incident responders. C'est quand même cool, là, tu sais, probablement, ou ça veut-tu dire qu'ils ont vraiment beaucoup d'incidents pour une compagnie qui a, je rappelle, 50 millions en revenus, là, c'est pas gigantesque. Et un spécialiste en application security. Donc, on peut se dire peut-être qu'ils développent des applications à l'interne. On ne sait pas trop pourquoi. Donc là, j'ai fait séparer tout ça et j'ai mis ça dans ma spreadsheet qui est ici. Donc, si quelqu'un se demande pourquoi les chiffres sont un peu bizarres, c'est pour ça, parce que je savais que ça allait me donner des trucs un peu bizarres. Donc là, l'idée, c'est que vous avez plusieurs onglets en bas. J'ai juste populé l'onglet Team 1 parce que c'est pas une très grosse compagnie. Mais si vous travaillez pour une banque, c'est plus compliqué que ça. Là. Vous n'avez pas juste un budget de sécurité qui fait partie des TI. C'est pas mal plus complexe que ça. Donc, vous pouvez créer plusieurs feuilles puis faire la même chose. Puis séparer ça entre vos différentes équipes pour que ça soit un petit peu plus granulaire. En dessous de ça, j'ai une section dans ma spreadsheet qui est plutôt pour des projets spécifiques. Ça, c'est plus pour aider à calculer sur le Cyber Defense Matrix en quoi un projet va vous aider. Donc, par exemple, si on avait un projet, je sais pas, je vais dire, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Déployer des YubiKeys à tous les employés. Ce que toutes les compagnies manufacturières devraient faire. Donc, déployer évidemment, là, c'est un no-brainer. Là. À tout le monde. Donc, ceux qui écoutez, je suis en train de nommer notre projet. Puis je vais dire, c'est 100% protection du user, déployer des YubiKey à tes users. Fait que c'est 100% user. Puis je dirais que c'est protect uniquement. Donc, je vais juste enlever mes choses qui sont ici. Dans Detect, on va tout remettre ça à 0. Puis sous la colonne protect, je vais dire, mais par user, combien ça coûte une YubiKey? Mettons 2 YubiKey, on veut un backup, il faut la shipper aux employés. Fait qu'on va dire 100$ par employé. 100$ par employé. On va arrondir pour des chiffres. C'est beau des chiffres ronds pour des démonstrations. Okay. On a combien d'employés? Parce que ça, c'est dans notre dernier onglet qui est ici. J'ai une section Other Enterprise Data où on va aller mettre, on a combien d'usagers, combien de postes de travail, tout ça. Mais là, je ne suis pas sûr que c'est les bons chiffres de mon chat GPT. J'ai demandé, on a combien d'employés? On a
Ah, j'ai pas demandé. On va demander combien qu'on a d'employés. Alors, ça live? Ouais, live démo, Take the Wheel OpenAI. OK, 2500 employés. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font. Tu fais de la grosse production là, à 2500 là, pour un manufacturier. Là. Ouais, moi, je repense plus aux revenus de 50 millions, 2500 employés. Je sais pas, là, il me semble qu'il y a quelque chose qui marche pas quelque part. Mais c'est pas grave. On a 2500 employés. Fait que on a dit quoi? On a dit 100$ pour faire des chiffrons. Fait que 250 000$ pour déployer nos YubiKeys. Ouais. Puis, bon, c'est un peu bizarre parce que là, on tombe dans le scénario où finalement, c'est plus du CapEx qu'autre chose, hein, des YubiKeys, parce que tu les achètes puis c'est fait. Mais tu as toujours des nouveaux employés. La clé, les gens vont en perdre. Fait qu'on a dit 100$ par employé acheter les clés. Je vais dire, c'est 30$ par année parce qu'à tous les 3 ans, c'est pas mal à recommencer. Fait que 30$ par année, 75 000$ par année pour nos YubiKeys. Fait que je mets ça dans mon OPEX pour ce projet-là. Fait que ça, c'est juste pour visualiser. Ça, c'est un projet qui est vraiment simple. Mais si vous faites un projet comme, par exemple, on veut déployer du Zero Trust. Mais c'est quoi du Zero Trust? C'est pas juste, ça rentre pas juste à une place. Zero Trust, ça demande que tu identifies. Tu veux protéger des applications, mais tu vas faire ça en identifiant des usagers, tu vas faire ça en identifiant des devices, parce que l'identité est une combinaison de t'es qui, tu te connectes de où, à partir de quoi. Donc, dans un projet plus complexe comme ça, ben, ça va vous forcer à penser à ce projet-là, il nous aide à régler quoi, puis combien d'argent qui va à quelle place. Évidemment, votre fournisseur ne va pas vous dire c'est 0,25% dans chaque case du Cyber Defense Matrix. Puis de toute façon, c'est un projet qui peut avoir plusieurs fournisseurs. Quand on dit Zero Trust, ben, avez-vous des certificats sur vos postes de travail? Avez-vous des proxys qui empêchent les postes qui ne sont pas de la compagnie de se connecter? Est-ce que votre gestion des usagers est bonne? Ça, vous allez probablement avoir 5 ou 6 outils là-dedans. Fait que ça vous permet de mettre ça sur un projet. Puis, quand vous êtes capable de faire ça, ben, ça va être pratique si vous savez déjà que, par exemple, on dépense vraiment beaucoup sur Protect Devices. Puis là, tous ces projets-là qu'on est en train de planifier, ils font juste augmenter Protect Devices encore plus que tout le reste. Ça peut aussi vous aider pour dire, bon, ben là, si je déploie des YubiKeys, je vais avoir besoin de probablement un quart d'employés de helpdesk de plus parce que les gens vont les perdre, il va falloir faire des password reset, des 2FA reset, processus qui est super dangereux, soit dit en passant. Donc, si vous ne staffez pas pour ça, ça ira pas bien. Fait que ça, cette section-là, je l'ai plus utilisée dans le passé pour dire, OK, on a un projet qui est compliqué. Il nous aide-tu à augmenter notre couverture aux bons endroits? Là, si je vais sur mon dernier onglet, ben là, moi, ce que je trouve qui est intéressant ici, c'est on a comment on appelle ça, un spider chart, un radar. Les radars, en tout cas, mais je vais le décrire pour ceux qui sont en audio. Ouais. Là, le graphique qui est en cercle puis qui nous permet d'avoir chaque axe puis voir la couverture qu'on a. Donc, on voit dans le cas ici que c'est un cercle. Autour du cercle, on a Device, Applications, Networks, Data puis Users. Puis si je regarde cette chart-là, vraiment rapidement, je sais combien qu'on dépense par classe d'actifs. Là, on sépare plus par catégorie, par fonction. On regarde juste par classe d'actifs, puis je vois que on dépense vraiment beaucoup sur les networks puis les devices. Puis on dépense pas grand-chose sur nos applications, puis vraiment rien sur nos users presque. Fait que déjà, si je regarde ça, puis je connais le domaine dans lequel je travaille. Donc, dans le cas présent, c'est du manufacturier. Il n'y a pas grand monde qui savent ça, mais ma première vraie job en IT, ça a été dans manufacturier, distribution, tout ça. C'est là où j'en ai appris beaucoup trop sur le papier peint. Puis quand t'es jeune, t'apprends, puis tu t'en souviens pour toujours. Puis je dirais que dans ce genre d'environnement-là, là, protéger les réseaux, c'est probablement une assez bonne idée parce que vous allez avoir plein de systèmes où vous n'avez pas de contrôle dessus. Puis ça va être du vieux stock. Là. On a
On a des CNC, par exemple, qui ont une vieille machine Windows XP qui est connectée dessus, puis il n'y a rien qu'on peut faire. Bon, on va le segmenter ailleurs, on va vraiment regarder le trafic qui se passe là, firewall, IDS. Mais de dépenser vraiment presque rien sur les usagers, je pense que c'est quand même assez problématique parce que c'est le genre d'industrie où tu vas avoir beaucoup de fournisseurs aussi. Puis je pense que tu vas être pas mal à risque de social engineering quand tu es dans une entreprise comme ça. Et tu as 2500 employés, là. Hein? On se rappellera qu'on a quand même un nombre assez faramineux d'employés qui ont tous potentiellement accès à l'ensemble de ce que c'est. C'est sûr que c'est vrai de protéger ton outil correctement parce que c'est genre tu peux te ramasser avec beaucoup de vieilles bébelles, mais si tes employés qui manipulent ces outils-là ne sont pas sensibilisés aux risques associés à ça, ben, on peut en trouver dans ce cas-ci des arrêts de production parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré ou le vol d'une stratégie qui est associée à ça. Là. Ben, c'est ça exactement. Puis c'est pour ça, tantôt, dans mon troisième onglet, je suis allé marquer le nombre d'usagers. Puis c'est pour voir combien on dépense au total sur la classe users, mais on arrive à 134$ par user. Puis on vient de dire qu'on a mis 30 kek sur les YubiKeys. Fait que c'est pas élevé par rapport à leurs autres dépenses. Mais là, il faut se souvenir aussi que le budget de cette compagnie-là a comme aucun sens, puis il est super élevé en général. Là, fait qu'allez-y pas avec les chiffres absolus. Là. Dites pas, ben là, 134$, c'est vraiment rien. On a besoin d'au moins 1000$ par année par user. C'est pas nécessairement ça le but de l'exercice. Mais c'est plus de regarder et de dire, bon, ben là, vraiment facilement, clairement, je peux voir que je dépense beaucoup sur mes réseaux, beaucoup sur mes périphériques X, quand même pas mal sur les données, puis pas beaucoup sur les applications. Ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Surtout dans le constatant que tu as une personne qui est spécialisée, tu as un employé qui ne fait que du app security, là. En plus. Ouais, c'est ça. Puis là, on regarde vraiment le total. Là, je parle pas de combien parce que pour les données, tu sais, j'ai mis le nombre de records médicaux ou client records. Tu sais, j'ai mis 520 000 pour dire que, bon, on paye 1,23 par record. Bon, dans un cas comme celui-là où je pense que leur principal problème, c'est plus la propriété intellectuelle que des données médicales ou bon, oui, c'est sûr qu'ils ont déjà 2500 employés, mais les données de leurs clients dans ce cas-là sont probablement moins importantes que leur propriété intellectuelle. Puis ça, c'est assez difficile de mettre un chiffre dessus. Ouais. Là, je sais que Ponemon aime bien dire « Oh, les breaches coûtent 180$ per record » ou whatever. Mais ça, c'est plus facile à compter si on parle de personnes. Fait que ça serait plus facile pour une banque de faire ça que pour une super compagnie de recherche et développement de case d'iPhone ultra high-tech. Mais moi, je me dis que si c'est un vrai scénario, c'est peut-être un peu trop élevé parce que c'est quoi le pire qui peut arriver si tu fais des cases de iPhone? J'imagine que, on est à l'automne, justement. Le nouveau iPhone vient de sortir, puis il y a toujours un gamble intéressant pour les manufacturiers de case qui est comment tu fais pour avoir un case la première journée, alors que dans la plupart des cas, j'imagine, Apple ne leur dit pas le nouveau iPhone va avoir l'air de quoi d'avance. Fait qu'il se fie à des rumeurs tout ça. Fait que peut-être si ça leak avant la sortie du iPhone, ça peut peut-être aider des compétiteurs. Mais quoique, il y a beaucoup de compagnies qui en ont dès la première journée. Donc, j'imagine que il y a peut-être des gens là cachés dans le supply chain quelque part qui vendent cette information-là pour pas trop cher. De toute façon, fait que c'est à eux que tu ferais le plus mal si tu leakais cette information-là une couple de mois d'avance. Fait que je me dirais, on dépense peut-être un petit peu trop sur nos données. On peut peut-être prendre un peu de cet argent-là puis le redistribuer sur nos usagers. Côté application, on est assez bas aussi, mais encore là, on vend pas des applications. Ce qu'on vend n'a pas vraiment de logiciel dedans, sauf peut-être les chargeurs. Ben là, ils sont pas connectés sur Internet. C'est un chargeur solaire, fait que ça m'inquiète pas trop non plus. C'est pas comme si c'était un système solaire de maison plugué sur Internet. Là, quelqu'un pourrait potentiellement trouver des vulnérabilités puis mettre ta maison en feu. Mais si c'est dans les plans de la compagnie, ben augmentez vos dépenses côté application parce que ça va pas suffire. L'autre Spider Chart ou Radar Chart que j'ai en haut, c'est le même genre de vue, mais au lieu d'être par classe d'actifs, c'est par fonction. Fait qu'on a Identify, Protect, Detect, Respond, puis Recover. Puis, je pense qu'ici, ChatGPT a été quand même assez réaliste dans ce niveau de chiffre-là qu'il m'a donné parce que ce qu'on peut voir, c'est qu'on dépense pas mal en Protect.
un peu moins en detect, presque autant en respond, puis pas mal moins en recover, puis en identify. Pourquoi le respond est si haut que ça en général pour la plupart des compagnies? Ben, c'est parce que si vous mettez votre EDR là, il y a des EDR qui coûtent pas mal cher, puis pour certains, c'est une grosse partie de leur budget de sécurité. Là. Je pense une entreprise dans le manufacturier, parfois, ça va peut-être même être la seule dépense. Là, fait que c'est quand même assez fréquent que ça va être élevé. Puis Identify est quand même assez bas, puis Recover les encore plus. Moi, ce que je trouve dans la plupart des compagnies où j'ai fait cet exercice-là, c'est que le Protect est encore plus exagéré par rapport aux autres catégories. Là, tu vois, Ouais, on a historiquement, on a toujours énormément dépensé là-dessus parce qu'on n'a pas on vivait pas dans un monde avec des IDR à l'époque. Donc, on n'avait pas de visibilité. On allait à l'aveugle. Fait que c'est sûr que à l'aveugle, tu vas juste mettre des blocages partout, donc Protect, et tu iras pas en detect autant qu'on est capable de le faire maintenant. Là. Puis le Identify, souvent, ce qui arrive, c'est que c'est vu comme étant un problème IT ou un problème de finance. Puis, tu sais, souvent, on va dire la liste des postes est supposée d'être dans un truc comme ServiceNow, par exemple. Fait que c'est correct, c'est pas vraiment un problème de sécurité, mais il y a un paquet d'autres choses qu'il faut identifier en sécurité, que ce soit des devices, que ce soit des applications. Tu sais, juste, c'est pas vrai que dans une entreprise, là, la plupart des équipes de sécurité se font toujours informer quand il y a une nouvelle application qui est déployée. Ben, peut-être chez MapleTech, c'est le cas, parce qu'avec le budget qu'on a, c'est assez difficile de nous bypasser. Côté networks, dans le manufacturier, ça serait un super bon exemple. Tu sais, c'est pas surprenant de découvrir des nouveaux subnets complets dans un environnement. Tu sais, fait que si vous utilisez des outils comme je sais pas, Run Zero, l'outil appelé Rumble dans le passé, ben, c'est un assez bon outil pour utiliser des scans, SNMP, un paquet de sources de données différentes pour dire hey, tout à coup, on a un router qui route vers un réseau qu'on connaît même pas. Il faut le découvrir. Les noms de domaines. J'aime ça utiliser des outils comme je sais pas, mettons Domain Tools, qui a de l'information Whois, mais d'une façon formatée qu'on peut chercher facilement. Quand vous travaillez dans une grosse entreprise, là, c'est facile de dire tous les noms de domaines doivent être gérés dans notre compte Amazon avec Route 53, mais il y a toujours quelqu'un dans l'équipe de marketing qui a un petit site à monter à un moment donné, qui va mettre un nom de domaine sur une carte de crédit. C'est sur un GoDaddy, je sais pas quoi, mais si vous êtes capable de le découvrir, vous allez pouvoir le rentrer où il faut. Fait que l'identifier en général, il est très bas parce que les outils que les compagnies ont ne sont pas considérés comme faisant partie du budget de sécurité, mais aussi, c'est pas nécessairement des outils qui sont très proactifs. Là, c'est plus des outils de gestion. Puis, on dit souvent, tu peux pas protéger ce que tu sais pas que tu as, mais c'est quand même la responsabilité de l'équipe de sécurité d'essayer de découvrir des affaires qu'on sait pas qu'on a. Ouais, c'est toujours l'espèce de tension que dans les entreprises où là, les gens TI veulent pas partager avec les gens de cyber cette information-là, ou pour X raisons, c'est très difficile à obtenir cette information-là. Puis c'est un peu la raison que Protect est si élevé, c'est parce qu'on n'a pas identifié, il n'est pas élevé. Puis Detect, ben comme on n'a pas identifié, comment tu peux faire Detect quand tu n'as pas identifié? Fait que c'est beaucoup plus difficile d'arriver à ce genre c'est ça. Puis si on retourne à la Cyber Defense Matrix, ce qu'il y a en bas que j'ai pas décrit tantôt quand on a fait l'introduction, donc en dessous de la grille de 5x5, on a un petit graphique qui démontre le degré de dépendance sur la technologie versus des gens pour chaque colonne. Donc, à gauche, quand on est dans Identify, on devrait beaucoup plus dépendre de la technologie que des gens. Puis dans Recover, ben, c'est l'inverse. J'ai ma casquette de MGM en ce moment. On enregistre ça en octobre 2023. C'est pour célébrer le fait qu'ils n'ont pas payé leur ransomware puis qu'ils sont en train de faire un méga recover. Puis ce qu'on a vu récemment, c'est un peu beaucoup de jobs de contrats postés à gauche puis à droite pour des administrateurs de système, spécialistes Red Hat pour nous aider à remonter un paquet de serveurs puis tout ça. Ben ça, c'est parce que c'est pas vraiment automatisé, puis ils vont dépenser beaucoup sur des gens plus que de la technologie. Il n'y a pas vraiment d'outils qui va vous aider à remonter votre compagnie au complet après que tout ait été flushé par un ransomware. Là. Parce que de toute façon, si ça existait, ça serait ça que les groupes de ransom targeteraient de toute façon. Hein. Peut-être qu'on va se diriger plus vers là, mais ce qui aide, c'est au niveau
si votre infrastructure est complètement automatisée avec quelque chose comme Terraform, vous êtes capable de redéployer tout ça, ben ça, c'est de la technologie qui aide dans le respond et le recover. Mais ça vient pas encore pour l'instant. Il n'y en a pas tant que ça. Là. C'est du pas de Terraform pour plus infonuagique ou Ansible quand les gens sont plus en hybride ou sur site. Là. Le genre de ces scripts de montage automatique. J'ai 2500 employés. Disons que, mettons qu'il y en a 5000 qui ont des laptops dans MapleTech. Les autres travaillent dans l'usine, ils utilisent des postes plus fixes dans l'usine. Ben, 1000 laptops là, qui se font wiper puis que tu as besoin de faire un recover dessus, c'est pas si facile que ça, surtout dans un monde où tout le monde travaille remote. Puis, donc, quand vous regardez vos budgets, ben, c'est pratique de pouvoir savoir si en recover, je dépense vraiment beaucoup en technologie, mais je dépensais pas beaucoup en personne. Ben, ça indique peut-être que je dépense un peu trop là sur des outils qui seront probablement pas très utiles. Fait que c'est une autre utilité d'avoir vos budgets dans cette spreadsheet-là pour aller déterminer ça. Comme je vous dis, je vous recommande fortement d'aller sur evil.plumbing puis de regarder la spreadsheet puis comment vous pourriez faire quelque chose de similaire. Là. C'est pas un SaaS que je vais vendre pour 72 $ par usager par mois, puis ça date d'il y a quand même une couple d'années, mais le concept de dire je vais prendre mon budget de sécurité totale, je vais le séparer au moins par fonction, idéalement par fonction et classe d'actifs, ça va vous donner des résultats intéressants. Puis vous pouvez commencer juste par les fonctions. Tu sais, la première année que vous le faites, allez-y juste avec les fonctions. Ça va déjà vous donner une bonne idée. Hey, on met tout notre argent du côté Protect. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, c'est facile à présenter à quelqu'un qui n'est pas nécessairement un spécialiste en sécurité, comme par exemple un CEO ou un board, et dire, OK, regardez, là, on met vraiment tout notre argent sur vraiment protégé, mais s'il y a quelque chose qui se passe, puis il y a des très bonnes chances que quelque chose ne se passe pas parfaitement, mais après ça, on ne le détectera pas, puis on ne sera pas capable de répondre, puis on ne sera surtout pas capable de faire notre recovery parce que on a tout mis sur, dans notre cas, ça a l'air d'être très, très EDR, là, Protect, Detect, Respond. Mais là, une fois qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment passé au niveau de nos données ou quelque chose qui s'est vraiment passé qu'on doit recouvrir à partir de des backups, ça ira pas bien. Puis quand j'ai fait cet exercice-là avec des vrais budgets, en fait, les erreurs étaient encore plus évidentes qu'avec les chiffres que OpenAI nous a donnés. Là. Et outre le budget total qui est complètement ridicule, là, je pense qu'il nous a un peu splitté ça égal pour que ça paraisse pas trop. Là. Oui, il a étendu ça, mais c'est ça où c'est important. Ce genre de chiffrier-là, c'est un outil de communication, tu l'as bien mentionné. Justement, ça permet de mettre en évidence facilement où on dépense trop ou insuffisamment pour tout dépendant de l'industrie dans laquelle on est. Là, c'est sûr que là, clairement, là, le marché du case de iPhone écologique, biodégradable et avec des panneaux solaires est particulier. Là. Mais au-delà de ça, on permet justement de voir où on dépense nos choses, puis juste au pouce sans avoir utilisé des choses comme ça par le passé. C'était évident. Là, on est capable de le documenter. Et la haute gestion aime beaucoup ça, ce genre de chiffrier-là avec des dollars, puis de voir, puis ça, ils se frottent les mains. Ils adorent ça. Mais c'est parce qu'il faut parler leur langage, puis tu sais, de juste dire oh my God, ça n'a pas d'allure, on dépense tant sur Office 365, mais on n'a même pas de WAF. Mais premièrement, Office 365, c'est pas une chose. Si vous avez une licence E5, il y a probablement un bon pourcentage de ça que vous devriez considérer comme étant du budget de sécurité, considérant que ça vous donne plus de fonctionnalités côté des logs. Ça va dans Protect et non pas Detect. Pourquoi? Parce qu'on log tout le temps, même s'il n'y a rien qui s'est passé. Puis entre Protect et Detect, il faut qu'il y ait un événement qui se passe, parce que sinon, on ne peut pas détecter. Donc, les logs, c'est Protect. Detect, c'est avoir une alerte basée sur ces logs-là. Donc, un outil comme Office 365, vous voulez clairement le répartir ici, parce que si vous rajoutez, c'est pas vrai qu'on va payer E5 juste pour une équipe de sécurité, ça vient avec plein d'autres fonctionnalités, mais c'est une bonne manière aussi de dire, OK, c'est beau, on a pris E5, entre autres, parce qu'on voulait X, Y, Z, voici où est-ce qu'on le répartit. Quand vous commencez à utiliser des acronymes comme WAF, puis tout ça, ça marche pas avec des gens qui sont pas dans la sécurité à tous les jours. Puis tu sais, je ris parce que juste ce matin, au travail, on regardait des trucs reliés au marketplace de Amazon, différents outils qui sont là. Puis j'étais dans une sous-catégorie, puis c'est comme
Ça, c'est pour les CSPM, les NGFW, les CIEM, puis les CASB. Tu sais, j'ai reconnu les acronymes, là, mais c'est pas normal qu'on communique toujours comme ça. Mais là, quand on dit on veut protéger nos applications, c'est beaucoup plus clair. Fait que quand j'ai fait ça dans le passé, ça m'a bien servi. Puis je serais très curieux s'il y a quelqu'un qui va faire ça basé sur ce fichier Google Sheet que j'ai mis sur le site, peut-être le remettre un peu à jour puis me dire avec des vrais chiffres qu'est-ce que ça a donné. Avez-vous découvert quelque chose ou est-ce que ça vous a permis d'expliquer de façon plus claire ce que vous saviez déjà? Parce que, tu sais, des fois, nous, on le sait, là, hey, tout notre budget s'en va sur notre... tout notre budget va sur notre EDR, mais on n'a même pas de backup. Fait que le jour où quelque chose qui va mal se passer, on est vraiment foutu. Mais si ça vous permet de le communiquer de façon plus claire, je serais curieux d'en entendre parler. Fait que vous pouvez me laisser un message sur LinkedIn ou ailleurs si vous utilisez cette technique-là. Oui, absolument. Très intéressant. Je te remercie justement d'avoir fait ce tour-là, d'avoir mis de la pratique au niveau de la théorie qu'on avait vue la dernière fois. Donc, ça complète pour cette fois-ci. Parfait. Puis, si jamais il y en a parmi vous qui vont à RSA à San Francisco, en général, en fait, depuis au moins 5 ou 6 ans en ligne, là, peut-être sauf l'année de la COVID, il y a presque toujours une workshop de Sunil Yu sur le Cyber Defense Matrix. Puis en général, ça consiste en 3 ou 4 cas d'utilisation similaires à ça dans une pièce avec un paquet de tableaux blancs puis par équipe. Puis c'est très utile. Si vous êtes à RSA, déjà, ça vaut la peine d'y aller. Là. Je ne suis pas certain que je paierais de ma poche pour aller à RSA à San Francisco juste pour ça. Mais si vous êtes là, je vous invite à aller voir ça. Sinon, il y avait eu le colloque au début de cette année, justement, spécialement juste pour ça, là, qui avait été fait aussi, voir si celui-ci va se répéter ou pas. Oui, c'est ça, on va voir. On n'a pas encore planifié la deuxième année de la conférence Cyber Defense Matrix, mais on va peut-être avoir des nouvelles d'ici quelques mois. Oui, je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup. Bye, bonne journée.